Il est logique que Madagascar ait du mal à se redresser car le pouvoir exécutif contrôle à la fois les pouvoirs législatifs et judiciaires selon les juristes. L'indépendance totale des institutions judiciaires étant cruciale pour susciter l'intérêt des investisseurs dans un pays. Les violences policières deviennent de plus en plus fréquentes. Comme le souligne l'Observatoire national des droits de l'homme à Madagascar, elles surviennent principalement lors des arrestations et représentent une grave violation des droits humains. Dans l'actualité internationale, au moins 90% des enfants de moins de 5 ans à Gaza sont touchés par une ou plusieurs maladies infectieuses, selon un rapport de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme alimentaire mondial dévoilé lundi. L'indépendance totale des institutions judiciaires est cruciale pour susciter l'intérêt des investisseurs dans un pays. Madagascar accuse un retard significatif par rapport à d'autres pays africains, notamment le Sénégal, en matière d'indépendance judiciaire. Le Sénégal est souvent cité en exemple pour son système judiciaire et son application rigoureuse de la loi. La principale raison de ce retard, selon les explications, réside dans le fait que toutes les affaires judiciaires à Madagascar portent l'empreinte du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif sont tous deux sous le contrôle du pouvoir exécutif. Le problème dans le pays réside dans le manque de confiance envers le système judiciaire ainsi que tous les organes chargés des élections. En effet, toutes les autorités compétentes en matière électorale portant l'empreinte du pouvoir exécutif, y compris les différentes juridictions, le fait que le président de la République et la ministre de la Justice siègent de droit dans ces instances et que le pouvoir exécutif nomme également les chefs de cour via le Conseil supérieur de la magistrature renforce cette ingérence. Cette situation nécessite une réflexion approfondie car elle entrave l'efficacité de la lutte contre la corruption et la pauvreté. En effet, le système actuel favorise une dépendance excessive vis-à-vis du pouvoir exécutif où seuls leurs alliés occupent des postes clés. Cette concentration de pouvoir entraîne une influence prépondérante sur le pouvoir législatif et toute décision de ce dernier est souvent dictée par le pouvoir exécutif. Cette situation témoigne d'une grave déficience en termes d'indépendance des pouvoirs, avec des pouvoirs sous la domination du pouvoir exécutif. Il est tout à fait logique que le Sénégal progresse vers le développement, car l'indépendance du pouvoir judiciaire encourage les investissements étrangers, en plus des conditions en matière de sécurité et d'approvisionnement en énergie dans un pays. À Madagascar, on constate que seuls les investisseurs impliqués dans des affaires douteuses semblent être attirés. Les pays qui accordent une indépendance totale à leur système judiciaire sont ceux qui attirent le plus d'investisseurs et d'opérateurs économiques. En effet, la présence d'un système judiciaire transparent est un facteur clé pour attirer les investisseurs et les opérateurs économiques dans un pays. Sans cette transparence, les affaires peuvent être entachées de laxisme et de corruption. Malheureusement, je constate que ce laxisme et la corruption sont devenus monnaie courante dans notre pays. En cas de litige avec leurs associés malgaches, les investisseurs étrangers se trouvent souvent confrontés aux réalités de notre système judiciaire et rentrent souvent chez eux bredouilles. Cette situation ternit la réputation de Madagascar et décourage les grands pays d'investir ici. Seuls les individus peu scrupuleux et les mafias viennent faire des affaires dans notre pays, car ce sont eux qui peuvent s'adapter au système de corruption qui prévaut à Madagascar. Les investisseurs sérieux, ceux qui veulent investir de manière éthique et transparente, exigent un système judiciaire indépendant et impartial sur lequel chacun peut compter. Le sentiment que l'exécutif exerce un contrôle prépondérant et laisse son empreinte sur la justice suscite une profonde méfiance chez les citoyens. L'une des situations où les citoyens ressentent le plus cette influence concerne les élections. Cette réalité rend également la lutte contre la corruption difficile et favorise les vindictes populaires. Selon les explications, Madagascar a grand besoin de changement et le système judiciaire malgache doit retrouver son intégrité et se recentrer sur ses responsabilités.
Les violences policières sont de plus en plus fréquentes, selon l'ONDH, l'Observatoire national des droits de l'homme à Madagascar. Selon cette organisation, les violences commises par les forces de l'ordre sont illégales et relèvent de l'abus de pouvoir ainsi que de l'atteinte aux droits de l'homme. Ces violences policières se manifestent principalement lors des arrestations, que la personne soit coupable ou non. Les étudiants de l'université sont particulièrement touchés par ces abus et appellent à agir contre ces violences policières. De nombreux présidents d'associations étudiantes ont déjà été victimes de telles violences. Par le passé, il y en a eu lors de notre dernière manifestation. Les forces de l'ordre ont même pénétré l'enceinte de l'université. En tant qu'étudiants, nous demandons le respect lorsque nous sommes dans l'enceinte de notre établissement, dans l'enceinte de l'université. Nous respectons les forces de l'ordre et n'avons pas recouru à la violence. Notre militantisme est empreint d'humilité. Avant de manifester, nous adressons des préavis à tous les responsables compétents. Si nous ne suivons pas ces démarches et passons directement à la grève et à la manifestation, il serait logique que la franchise universitaire soit levée. Un incident similaire s'est produit hier à Saint-Bave, où un jeune homme a été abattu et violemment agressé lors de son arrestation par les forces de l'ordre. De tels cas sont fréquents, en particulier dans les zones rurales. Ces comportements vont à l'encontre de la loi et des accords internationaux signés par Madagascar en matière de droits de l'homme. Nous avons ratifié des conventions internationales concernant la torture et les traitements inhumains ou dégradants qui abordent explicitement les questions de violence policière lors des arrestations. Il est clairement stipulé qu'il ne devrait y avoir aucune forme de violence lors de ces procédures. Deux mesures doivent être mises en place. Premièrement, l'application de sanctions par le Conseil disciplinaire des forces de l'ordre à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les droits lors des arrestations. Deuxièmement, il est nécessaire de promouvoir l'éducation et le dialogue pour aider les forces de l'ordre à savoir quel comportement adopter lors des premières minutes des arrestations. Selon les explications, cette augmentation des violences policières a débuté à partir de la période de grande tension précédant l'élection présidentielle. L'ONDH a souligné que les forces de l'ordre ne devraient pas être une source de terreur pour la population. Nous avons surtout constaté ces violences lors du dernier processus électoral. Le contexte électoral est souvent marqué par une tension accrue, ce qui conduit parfois à des représailles policières ou à l'utilisation de la force et de la violence. De plus, dans les régions très enclavées, comme Aikyung, les violations des droits lors des arrestations sont monnaie courante en raison de l'insécurité. Parfois, dans la rue, dès qu'un citoyen ordinaire croise un agent des forces de l'ordre, il baisse la tête, ce qui témoigne d'une forme de violence symbolique due à la terreur qu'inspirent les forces de l'ordre, et ces derniers abusent de cette situation. Rappelons que ces actes de violence perpétrés par les forces de l'ordre ont été manifestes lors des manifestations pacifiques réclamant des élections crédibles et transparentes dans le pays. Pratiquement tous les citoyens engagés, sans distinction de genre, ainsi que les candidats à la présidence et les élus, ont été touchés par ces violences. La Cour a rejeté aujourd'hui la demande de libération sous caution demandée par Boula Radzona et a reporté son procès au 27 février. Selon son avocat, il a été démontré lors de son audience devant la Cour aujourd'hui, à travers les preuves et les témoignages, qu'il n'y avait pas eu de tentative d'évasion et qu'aucun rapport d'évasion n'est parvenu au ministère de la Justice. Cela n'a pas empêché le tribunal de le condamner. Une personne qui quitte la prison et tente de s'évader doit être immédiatement conduite devant le tribunal. Mon client a été extrait de la prison pour comparaître devant le tribunal pour une affaire d'évasion en août 2022. J'en appelle à tous les juristes à Madagascar. Jusqu'à quand tolérons-nous de telles violations de la loi? Car il n'y a absolument aucune preuve de tentative d'évasion. Dans cette affaire, il s'agit d'une personne ayant bénéficié d'une autorisation légale qui est poursuivie par la justice et placée en prison. Rappelons que Boula Radzona a été condamné à 5 ans de prison.
une peine qui devait s'achever le 14 février dernier. À présent, il est toujours en détention en raison de nouvelles accusations à son encontre. En plus des routes nationales, la plupart des routes à Antananarivo et ses environs sont gravement endommagées et remplies de nids de poules, à l'exception de celles situées sur la rocade et devant l'hôtel de Villa Analakeli. Selon les conducteurs, ces routes détériorées entraînent non seulement une perte de temps, mais également des dépenses supplémentaires en carburant et en réparation de véhicules. Les routes sont dans un état déplorable, ce qui endommage les véhicules et entraîne une augmentation des dépenses en carburant. De plus, cela génère des embouteillages qui causent une perte de temps considérable. À Antananarivo, toutes les routes sont en mauvais état, à l'exception de celles du centre-ville. Selon un technicien en construction routière, la négligence et le défaut d'entretien routier sont les principales causes des dommages et de la détérioration des routes, en plus du non-respect des normes de construction routière. À mon avis, la détérioration des routes à Antananarivo est principalement due au manque d'entretien de ces infrastructures. Au fil des années, les petits nids de poules se sont progressivement transformés en grandes cavités, comme on peut le constater à 67 hectares, à Mbouipou et dans plusieurs autres endroits de la ville. Bien que les autorités aient entrepris des travaux de rénovation, à un moment donné, ceux-ci n'ont pas été réalisés selon les normes requises, ce qui a conduit à la détérioration précoce des routes, en particulier pendant la saison des pluies, notamment dans les parties d'Ampanjan. En outre, les problèmes de canalisation contribuent également à cette situation. Il est vrai que les citoyens ont aussi leur part de responsabilité à cet égard, mais il devrait y avoir des initiatives d'assainissement et de curage des canaux, ce qui fait défaut actuellement à Antananarivo. En matière de construction routière, il est crucial de reconnaître que la priorité ne devrait pas seulement être la construction de nouvelles routes, mais également l'entretien régulier des routes existantes. Rappelons qu'environ 10 milliards d'ariary sont collectés chaque mois, soit 10 milliards par an, grâce aux redevances payées par les citoyens pour les fonds routiers. Cependant, selon les citoyens, la société civile, les techniciens et les usagers de la route, l'utilisation de ce fonds par le gouvernement n'est pas tangible, étant donné la qualité actuelle des routes dans le pays. Le volet universitaire du projet IRF Tanour, où jeunes femmes et hommes, acteurs du changement social, engagés dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix à Madagascar, a été lancé dans les universités publiques. Son objectif est d'instaurer un climat de sérénité au sein de ces institutions. À l'université d'Antananarivo, les étudiants font face à de nombreux conflits et tensions en raison de leurs revendications, ainsi que de celles des enseignants. En outre, l'université est confrontée à divers problèmes internes, notamment en ce qui concerne le logement des étudiants. En matière de paix sociale en milieu universitaire, les conflits revêtent diverses formes. Les grèves prolongées qui surviennent chaque année, tant à l'université d'Antananarivo que dans les régions, en sont un exemple notable. De plus, il y a les problèmes des enseignants et les conflits auxquels sont confrontés les étudiants résidant dans les cités universitaires où des conflits ethniques persistent. Il est tout à fait possible de prévenir ces conflits en initiant une discussion constructive pour identifier et résoudre les problèmes des étudiants. Le projet IRF Tanour, en collaboration avec les étudiants et l'Alliance Fuargas ou AVG, aborde plusieurs thématiques. Le projet concerne le renforcement des compétences des étudiants de l'université sur plusieurs thématiques essentielles, dont la capacité à mener à bien des projets communs, à plaider en faveur de leurs droits et à créer un environnement propice au dialogue pour résoudre les problèmes divers. La signature pour la réalisation du projet IRF Tanour a été faite aujourd'hui. Ce projet sera mis en place non seulement à l'université d'Antananarivo, mais également à Tuamasin et à Toliara. Pour les promoteurs du projet, il est crucial de restaurer un climat de sérénité au sein des universités, car ces étudiants seront les acteurs clés du développement futur. La couleur du bracelet est claire.
cet enfant est en malnutrition. Sous ces tentes médicales installées dans le sud de la bande de Gaza, des docteurs multiplient les tests, la circonférence du bras. Et les cas explosent. Chez les moins de 2 ans, 1 enfant sur 6 n'arrive plus à se nourrir dans l'enclave. On est de plus en plus faibles. Mes frères et sœurs sont tout maigres. Avant, ils étaient en meilleure santé. On a détruit nos vies. Mon enfant pleure constamment. Je ne peux pas le nourrir ou même lui donner de l'eau. Rien, pas de nourriture, pas d'eau. C'est très dur de vivre ici. Dans les rues de Gaza, distribution de nourriture gratuite, les files d'attente s'allongent. Des bénévoles organisent le rationnement autour des dizaines de familles affamées. Il n'y a rien à manger. Là, c'est des lentilles, mais avant la guerre, on avait du poulet, du riz, enfin plein de plats délicieux. Maintenant, on survit avec des boîtes de conserve. Avant, on dînait, on dormait bien. Là, on va au lit sans avoir mangé. La faim, associée à la maladie, une combinaison mortelle d'après l'OMS. L'organisation, qui établit à 90% le taux d'enfants gazaouis de moins de 5 ans, atteints d'une ou plusieurs infections.